Bonjour à tous. Nous allons donc, je suis ravie on est ravis d'être là aujourd'hui pour vous parler et vous présenter les nommés du prix Coal 2023 dans ce festival d'histoire de l'art. Et je suis donc en compagnie de Christopher Higre, directeur artistique de la Fondation L'Accolade, également membre du comité de sélection du prix, et Joanne Prenier, membre également de l'association Coal, ainsi que moi-même, qui en suis l'une des cofondatrices et directrices. Donc, j'excuse la présence de Nicolas de F. Hernandez, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui, pour des raisons de santé, malheureusement, ne s'est pas joint à nous. Donc, le prix Coal, c'est, comme toutes les actions menées par notre association, est dédié à la promotion d'une nouvelle génération d'artistes qui se mobilisent aujourd'hui pour l'écologie, aussi bien dans leur pratique que pour promouvoir la diversité des êtres et des cultures qui nous lient. Et c'est intéressant de voir que cette thématique de l'écologie dans l'art prend aujourd'hui toute sa place et toute son envergure depuis 1 ou 2 ans. On la voit apparaître partout et même ici, dans ce lieu de la recherche en histoire de l'art, puisque le climat est la thématique de cette année. Et c'est d'autant plus intéressant que ce festival ait lieu et que cette rencontre ait lieu aujourd'hui à Fontainebleau. Parce qu'on dit parfois que Fontainebleau serait peut-être la première ZAD de l'histoire. Peut-être ça a déjà été dit beaucoup de fois ce week-end, mais dans le doute, je rappelle cette histoire intéressante qui est que c'est en forêt de Fontainebleau finalement que l'histoire du lien entre les artistes et l'écologie peut-être est née, puisque c'est à l'initiative et suite à la forte mobilisation des artistes de l'école de Barbizon, donc qui avaient pris pour habitude de venir peindre dans la forêt, de s'inspirer de ces paysages et de ces motifs, que sont nées les premières réserves naturelles. La première mesure légale de préservation d'un espace naturel est advenue sur le plan juridique, ici en forêt de Fontainebleau, et elles se sont appelées les réserves artistiques. C'était vraiment le terme qui leur a été donné en 1861. Et ces réserves ont permis de sanctuariser plusieurs centaines d'hectares de forêt au nom de la beauté de ces paysages, au nom de l'esthétique et au nom de garantir aux artistes la capacité, le droit à continuer à s'émerveiller de ces paysages. Et donc c'est finalement dans la continuité de cette histoire que se place notre association Coal, et en particulier donc ce prix, puisque les artistes sont historiquement des relais de sensibilité à l'écologie, au paysage, à la richesse du vivant, et qui nous aident finalement à imaginer d'autres futurs possibles, d'autres manières d'aborder la crise environnementale, d'apporter des solutions alternatives, singulières, et nourrir une culture du changement. Donc cette année, en fait, on fête la 15e année de Coal et aussi la 14e édition donc de ce prix qui promeut donc les artistes engagés pour l'écologie. Ce prix, donc, on l'a créé en 2010. En 15 ans, on a reçu plus de 7000 dossiers venant de 80 pays. Donc c'est et plus de 150 artistes ont pu être distingués. Et donc c'est un observatoire unique de cette communauté d'imaginaire qui s'est constituée au fil du temps. Puisque finalement, il y a 15 ans, ça n'allait pas de soi de rapprocher l'art et l'écologie. Et en ce sens, ce prix est vraiment devenu un témoin, un acteur de l'évolution de cette scène qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'importance. Ce prix, on le porte donc avec des partenaires historiques, le Musée de la Chasse et de la Nature, dont la directrice d'ailleurs assure le commissariat de l'exposition que vous pouvez voir actuellement dans les jardins. La Fondation L'Accolade, dont Christopher vous parlera dans un instant, qui se dédie aux pratiques artistiques en valorisant le vivant et le patrimoine, mais aussi l'Union européenne, le ministère de la Culture, l'Office français de la biodiversité, le Centre Wallonie-Bruxelles et les ateliers Médicis qui, cette année en l'occurrence, vont aussi doter les artistes de prix de résidence. Donc ce prix, chaque année, suite à cet appel à projet, donc cette année on a reçu 760 dossiers donc, du monde entier. C'est notre plus record. C'est notre record. C'est vrai que globalement, on en reçoit quand même, heureusement, j'ai envie de dire, un peu moins. Mais c'est aussi, ça montre combien cette thématique est de plus en plus prégnante dans le travail des artistes. Et donc, suite à un comité de sélection qui s'est tenu il y a quelques jours, nous avons donc retenu 10 dossiers pour leur valeur artistique, bien sûr, pour la pertinence de leur appréciation des enjeux et leur originalité, leur capacité à transmettre aussi et à collaborer avec les acteurs de conservation de la nature. Bientôt, dans quelques semaines, un jury se tiendra pour
révélés qui sont les lauréats. Il y a 4 dotations pour ce prix. Un prix principal doté de 12 000 € avec une résidence, un prix spécial du jury, une mention spéciale avec le Centre Wallonie Bruxelles qui accueillera un artiste dans le cadre de la Biennale Nova. Et puis une mention Atelier Médicis qui accueillera également un artiste pour une résidence de recherche en forêt de Bondy, autour bien sûr de la thématique annuelle. Cette thématique, je vous la présente dans un instant, mais avant ça, je vais vous dire quelques mots d'un deuxième prix, parce qu'il y a donc le prix Coal, qui est le plus connu, mais on a aussi créé il y a 4 ans un prix étudiant, le prix étudiant Coal Culture et Diversité, qui lui, donc, avec la Fondation Culture et Diversité, qui lui s'adresse aux étudiants des grandes écoles de la culture en France. Et donc les artistes lauréats, grâce à un partenariat avec les réserves naturelles de France, sont accueillis pour un projet de recherche dans l'une des 390 réserves naturelles que l'on compte sur le territoire. La thématique de cette année, donc effectivement chaque année, le prix se dédie à un enjeu, un sujet, une résonance liée à l'écologie. Et cette année, nous avons choisi de travailler sur le thème des plantes et du végétal. Donc ces plantes, c'est... Donc, qui ne se plante pas ne pousse jamais. C'est la petit dicton qui guide cette édition. Il y avait à la fois effectivement cette envie d'être à la fois sur la reconnaissance du végétal, mais aussi sur l'action de planter, l'action de s'engager, de se mobiliser. Donc les plantes, elles synthétisent la planète, c'est la couleur de l'espérance, mais c'est aussi bien sûr la couleur de l'écologie. Elles représentent l'écrasante majorité de la masse du vivant sur Terre. C'est les plantes qui nourrissent le monde, c'est aussi elles qui rendent la Terre habitable par la fabrication de l'oxygène. Et elles constituent finalement, par toutes les ruses, les prouesses chimiques qu'elles mettent en œuvre pour résister notamment aux prédateurs, un modèle d'adaptation, de robustesse, de diversité, qui finalement s'est constitué depuis des millions d'années, et qui n'a cessé de nous inspirer, tant évidemment sur le plan esthétique, créatif, dans tous les domaines et les savoir-faire humains, les plantes ont généralement leur place, mais aussi bien sûr pour nourrir le monde. Et encore aujourd'hui, beaucoup des développements et des inventions les plus futuristes basent leur déploiement sur les potentiels des plantes. Alors pourtant, les plantes, elles sont évidemment aujourd'hui très menacées par la destruction des habitats naturels, par le dérèglement climatique, la pollution bien sûr. Et au-delà de cette question de la plante comme ressource, il y a vraiment cette plante comme altérité radicale qui est partout autour de nous et en nous et qui nous traverse et qui, on parle même aujourd'hui d'un tournant végétal. On découvre depuis finalement assez peu de temps toutes les facultés de sensibilité, d'intelligence collective, de communication, de socialisation dont les plantes sont capables, et tout ce qui les lie aujourd'hui. Et cela devient aussi potentiellement une nouvelle source d'inspiration et un modèle, pourquoi pas, pour repenser notre manière de faire société. Donc ce prix se consacre à cette thématique. Les artistes, depuis bien longtemps, évidemment, ont placé les plantes au cœur de leur pratique, tant sur le plan de l'éco-conception, des ressources qu'ils utilisent pour la création, que sur les motifs ou les enjeux qui les inspirent. Et avant de vous présenter donc les 10 projets du prix Coal et les 3 projets étudiants du prix étudiant, Christopher va un petit peu vous parler globalement de l'art et l'écologie et plus précisément de ce sujet des plantes dans l'art. Bonjour, juste un mot sur la Fondation L'Accolade qui a rejoint le prix Coal en tant que partenaire quasiment tout de suite après sa création, puisque la fondation a été créée en octobre 2020. Dans une période un peu particulière, dont chacun se rappelle ici, les confinements, le Covid, etc. Et la Fondation donc, a été créée sous l'égide de l'Institut de France, qui est cette vieille institution culturelle qui regroupe les différentes académies, dont la plus célèbre est l'Académie française. Et la Fondation a donc, comme le disait Laurane, cet objet un peu singulier. D'ailleurs, dans les fondations abritées de l'Institut de France, c'est un peu la première, à part 2, 3 autres fondations. Mais en tout cas, c'est sans doute la première à articuler art et écologie, pour le faire vite. Mais plus particulièrement, vraiment, c'est la question du vivant qui est au cœur de l'action de la Fondation L'Accolade. Et vient s'ajouter à ça une dimension qui a été voulue par la fondatrice, qui est Catherine Dobler, qui est cette notion de matrimoine, qui est un mot très ancien,
qui est un mot qui remonte au Moyen-Âge et qui est tombé en désuétude et qui aujourd'hui remonte. Et qu'est-ce que c'est que le matrimoine? C'est tout simplement le legs immatériel par les femmes. Et aujourd'hui, un certain nombre de figures oubliées, que ce soit dans les sciences, et on pense aussi par exemple à quelques figures pionnières de la botanique, puisqu'on parle des plantes du 19e, du 18e, voire du 17e siècle, ou le legs immatériel aussi de femmes artistes. Bref, il y a un certain nombre de figures de femmes qui remontent aussi bien dans les sciences, dans les arts aujourd'hui, et c'est l'un des axes aussi importants de l'action de la Fondation. Rejoindre le prix Coal faisait doublement sens. D'une part, parce que moi, à titre personnel, je connaissais le prix depuis sa création, d'ailleurs. Donc j'ai pu voir aussi l'évolution de ce prix qui était très pionnier et qui était considéré, et l'action de Coal, considéré comme un objet un peu singulier, à part, atypique, un peu dérangeant dans le milieu de l'art contemporain. Et de voir l'évolution donc en 15 ans est quelque chose qui est pour moi à la fois correspond à quelque chose qui s'est passé peut-être de manière très souterraine depuis des années et des années, mais qui correspond surtout à une nécessité. Et aujourd'hui, la maturité de l'action de Coal et du prix faisait qu'il n'y avait pas de doute quant à articuler et à devenir partenaire de Coal. C'est la 3e édition. On s'est réparti les rôles avec Catherine. Elle fait partie du jury. Et moi, j'ai la meilleure partie, en un certain sens, qui est le comité de sélection, qui est un rêve, en fait, pour les gens qui s'intéressent à l'art, à l'histoire de l'art, tout simplement parce qu'on a accès à une ressource. Comme disait Laurane, finalement, ce prix, c'est aussi un observatoire des pratiques, un observatoire des imaginaires, qui est à l'avant-poste de ce que l'on peut déceler, détecter en surface. Il y a des choses qui remontent du monde entier et qui attestent de quelque chose qui est en train de se passer. Moi, c'est ma conviction. Et donc, il y a quelque chose de passionnant à participer à ce comité de sélection. La partie la moins passionnante, c'est se taper la lecture de 100, 200 dossiers. Au bout d'un moment, on commence à... Mais il n'en demeure pas moins qu'on y apprend quelque chose qu'on ne pourrait pas apprendre ailleurs, selon moi. Quelle que soit notre capacité d'observation, de s'informer par soi-même, etc., il y a quelque chose qui remonte à Coal, grâce à ce prix, et grâce au fait aussi que ce prix existe maintenant depuis 15 ans, qui est assez unique, selon moi. Et en l'occurrence, donc, voilà, 3e fois que je participe à ce comité de sélection. La première fois, c'était les forêts. La seconde fois, les océans. Et aujourd'hui, les plantes. Sur les plantes, et évidemment, le monde végétal, etc. On sait son importance. On sait aussi maintenant notre dépendance et notre interdépendance au monde végétal. Sans végétaux, pas d'oxygène, du moins pas la moitié de l'oxygène qu'on respire sur Terre. Sans photosynthèse, de toute façon, pas d'oxygène. Il y a une petite anecdote que j'aimerais raconter, parce qu'en venant dans le train avec Laurane, il y a une nouvelle qui m'avait beaucoup marqué de Philippe Cadic, qui s'appelle Les joueurs de flûte, qui date de 1953, et qui émet l'hypothèse, dans le futur, d'un devenir végétal de l'être humain. Alors l'histoire se passe sur un petit astéroïde qui s'appelle Y3, qui est extrêmement important dans le dispositif de conquête et d'exploitation des différentes galaxies, planètes, qui est en fait le sas de décontamination. Il faut enlever les bactéries éventuellement indésirables, les champignons ou toute autre substance vivante avant de revenir sur Terre. Petit astéroïde occupé par 300 personnes qui sont les meilleures de leur domaine, biologistes, scientifiques, militaires, des gens vraiment. Hein. Et un jour, le chef de la garnison de cet astéroïde appelle un psychiatre sur Terre et on dit voilà, on a un problème, je vous envoie quelqu'un, il se prend pour une plante. Le psychiatre accueille ce type qui était promis un brillant avenir en tant qu'ingénieur, le meilleur de sa génération. Et le psychiatre commence à l'interroger, et donc, paraît-il, vous prenez pour une plante. Il dit non, je ne me prends pas pour une plante, je suis une plante. Non, vous n'êtes pas une plante, mais... Non.
il commence à enquêter. Et le type dit non, je suis une plante. Et le chef de la garnison le rappelle le lendemain, dit, c'est une épidémie, ils sont 30 maintenant sur les 300. Là, tout fout le camp, le psychiatre dit bougez pas, j'arrive. Il arrive sur l'astéroïde et il commence à enquêter. Et il s'aperçoit qu'il y a un peuple qui vit dans cette forêt sauvage et qui manifestement, d'une manière ou d'une autre, a incité ces 30 personnes extrêmement brillantes et compétentes à devenir plantes. Il enquête, il revient après un long séjour dans cette forêt. Il dit au chef de la garnison, ne vous inquiétez pas, j'ai compris ce qui se passait, je dois revenir juste sur Terre, on va régler le problème. Il revient sur Terre. Dans ses valises, il n'y a que de la terre. Il s'allonge sur la terre. Il tombe en catalepsie. Le lendemain, il va photosynthétiser. Lui-même est devenu une plante. Voilà, la nouvelle s'arrête comme ça. Il y a quelque chose, je trouve, dans cette nouvelle d'assez prémonitoire, en fin de compte, au regard de ce qui a été reçu, par exemple, dans cette sélection pour le prix Kohl sur les plantes. Ce qui est étonnant, c'est de voir la façon dont c'était 700, tu l'as dit le chiffre, enfin plus de 760 dossiers, dessinent finalement, sans que ces artistes se connaissent, pour la plupart, se fréquentent, se soient côtoyés, se soient rencontrés, parce que ça vient du monde entier, dessinent une communauté de pensée et d'imagination dans lequel un devenir végétal, pour nous, semble être possible, ou du moins désirable. C'est le désirable aussi, je pense, qui est important à questionner aujourd'hui, dès lors qu'on pose ces questions d'art, d'écologie, d'environnement, de vivant. Il s'agit aussi de rendre tout ça, et toutes ces questions-là, profondément désirables. Et c'est ce qui est, pour moi, à la lecture de tous ces dossiers, encore une fois, au-delà de la fatigue intellectuelle qui est de lire le 99e qui est apparu, avec évidemment des grands courants, des grands mouvements. Et c'est ce que j'avais ressenti aussi pour les 2 éditions précédentes, que ce soit les océans ou les forêts. Il y a des choses qui émergent. Et en particulier sur cette question du végétal, de plantes. Alors évidemment, il y a la question de la sensibilité aux menaces, aux dangers, à la façon dont on est aussi les dépositaires et les héritiers d'une histoire terrible. Par exemple, celle des colonisations, des transplantations. Aujourd'hui, plus aucun de nos paysages, jardins européens, etc., n'est celui qu'il était il y a 5 siècles. Énormément de plantes ont été transplantées de manière absolument accélérée, sans qu'on ait aucune maîtrise, aucune conscience de ce que l'on faisait en faisant ça. Actuellement, je fais juste une parenthèse rapide, peut-être que je suis trop long. Parenthèse rapide, parce que je travaille par exemple sur la question des palmiers, la façon dont les palmiers ont été transplantés, exilés, déplacés en à peine 1 siècle et demi, c'est effarant, effrayant et saisissant. Donc il y a cette histoire, somme toute assez récente, de la façon dont le végétal, dont les plantes ont été par des biais de politique, d'exploitation, d'extraction, transplantées, exploitées, déplacées, et avec toutes les conséquences que l'on sait. Donc il y a cette question de la menace, et qui repose donc aussi sur une vision aussi historique. Après, il y a la question des possibles, la question de comment est-ce que l'on apprend le langage des plantes. Alors évidemment, il y a des figures aussi qui apparaissent dans les dossiers des uns et des autres, des références communes. L'une d'entre elles, ce qui m'a frappé d'ailleurs cette année, que je n'avais pas identifié les 2 années précédentes, c'est par exemple l'importance que prend la pensée d'une philosophe comme Donna Haraway, qui est l'une des premières à avoir parlé de l'importance de créer des relations interspécifiques. Il y a, et donc sur la question des possibles et des futurs désirables, donc sur la question des végétales, apprendre donc le langage des plantes. Il y a également tout ce qui est dépollution des sols, par exemple, ce qu'on appelle la phytorémédiation, de comprendre le pouvoir insensé qu'ont certaines plantes de dépolluer ce que nous avons contaminé. Certaines plantes sont capables de capter les métaux lourds dans les sols,
qui ont été contaminés par les industries pétrochimiques et autres. Beaucoup de projets, par exemple, sur cette question de la phytorémédiation, qui nécessitent évidemment, qui mobilisent et nécessitent des savoirs scientifiques, des savoirs biologiques. Et enfin, et c'est là où je voudrais boucler la boucle, quelque chose qui est de l'ordre d'un futur désirable, qui serait qu'il puisse y avoir un devenir humain qui soit en partie devenir végétal. Qu'on apprenne ce que c'est que le plaisir de la photosynthèse, de comprendre aussi la photosensibilité et les multiples symbioses qui existent, invisibles à nos yeux, et qui unissent donc ces immenses communautés, par exemple bactériennes ou fongiques, à ce monde végétal et la façon dont tout ça vit aussi à travers des relations d'alliance et de symbiose, et non pas seulement de parasitisme et de prédation. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure, parce que pour moi, ça devient un peu une obsession. Laurent le sait, cette histoire de symbiose, mais je pense que c'est une obsession saine. On hérite d'une vision de la biologie quand même 19e avec ce néo-darwinisme un peu plat, où les relations entre vivants ne sont conçues que du point de vue soit du parasitisme, soit de la prédation, à une vision de l'importance des relations interspécifiques, des interdépendances, et de l'importance donc de comprendre ce qui nous lie et ce qui nous unit à la totalité des vivants qu'on a pour trop longtemps négligé. Donc voilà, j'ai dû sans doute oublier beaucoup de choses que j'avais prévu de dire, mais comment ? Ah, le lien à la Belgique, oui, tiens. Celle-là, bon, elle m'a fait tout le temps parce que je suis belge, en fait. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand Laurent et Johan m'ont dit parler de cette intervention, Festival d'histoire de l'art, la question du climat, et le pays est invité, la Belgique. Très bien. Il se trouve que je viens de faire une exposition avec le Centre Wallonie-Bruxelles. On pourrait croire que la Belgique est très éloignée de toutes ces questions-là. Ce n'est pas le cas. Elle a été pionnière à plein d'endroits, grâce aussi à quelques artistes. Je pense par exemple en particulier à Anne-Marie Meis, qui travaille justement sur ces symbioses bactériennes depuis plus d'une trentaine d'années, mais aussi à des figures intellectuelles un peu décalées, dont l'une par exemple était Isabelle Stengers, philosophe, qui d'ailleurs, depuis qu'elle est philosophe, ajoute toujours philosophe belge, ce qui fait sourire les gens. Et elle ajoute tout de suite, au moins ça nous permet d'avoir un peu moins de position de sérieux et de magistère et d'autorité que les philosophes français, par exemple. Isabelle Stenger, c'est quelqu'un qui a ouvert énormément de choses, et en Belgique et bien au-delà, qui a su créer des dialogues extrêmement clairs et féconds avec d'autres figures importantes, celle que je citais était Donna Haraway, par exemple, mais aussi, par exemple, Vinciane Després, dont on commence à beaucoup parler. Et voilà, on a deux figures féminines, deux penseuses extrêmement importantes et décisives aujourd'hui, qui sont toutes les deux belges, et qui manifestement ont réussi à contaminer de leur pensée, de leur approche du vivant, de l'écologie, énormément de penseurs et de penseuses et d'artistes dans le monde. Et il est plaisant de voir que le plat pays, dont le climat est quand même assez pluvieux, est capable aussi de susciter des courants de pensée intellectuels un peu au départ hétérodoxes, minoritaires, compte tenu peut-être sans doute de cette absurdité d'être belge, tout simplement. La Belgique, c'est une aberration, c'est une fiction politique qui est née au XIXe siècle dans les cerveaux croisés d'anglais et de français, de diplomates, c'était pour faire baisser l'influence des Hollandais. On a donc artificiellement créé une nation, un pays. Personne ne se sent appartenir à la Belgique, mais malgré tout, un siècle et demi après, il y a un esprit belge qui est assez étrange et qui permet aussi peut-être des écarts, des décentrements par rapport à d'autres lieux du monde dans lesquels finalement la pensée est quelque chose de toujours très magistral. Donc, il y a un sens de l'absurde aussi. Et là, juste pour conclure, parce que c'est un truc qui revient maintenant chaque année dans le comité de sélection,
Il y a quelques dossiers belges, hein, évidemment. Certains qui sont très sérieux. Mais il y en a toujours un peu décalé. Il y en a toujours un qui traite la question d'un point de vue étrange, drôle. Notamment, je pense à la société volatile qui est portée par un artiste qui, sur le thème des océans, construisait une baraque à frites dans la mer du Nord. Et qu'on peut voir là, la baraque à frites. Ouais. Ah bon? Ah, mais je ne savais pas. Ah ben voilà. Ah oui? La baraque à frites ayant été découverte l'an passé par Christine Germain et Christopher dans le cadre du prix Coal et du comité, a été exposée par Christine dans le parcours que vous pouvez voir dans les jardins. Bon, je l'ignorais, vous voyez, juste à côté. Et cette année, on a eu un dossier que je trouvais assez passionnant qui parle de l'art martial des plantes, hein, le jujitsu gabonais, que tout le monde évidemment connaît ici. Et voilà, il y a toujours une capacité aussi à créer tout d'un coup un intérêt par un autre biais que le sérieux, l'inquiétude, qui transparaît dans ces quelques dossiers d'artistes belges qui remontent chaque année sur les thèmes du prix Coal. Voilà. Merci Christopher. Ce micro fonctionne aussi très bien. Donc nous allons, effectivement, nous allons découvrir les projets. Donc tout d'abord le prix étudiant. Donc 3 artistes ont été nommés pour ce prix étudiant, 3 étudiants de fait, issus des grandes écoles de la culture du territoire. Et Joanne va nous les présenter. Merci Lorraine. Donc pas de roulement de tambour, mais la liste qui apparaît là devant vous. On va commencer, donc on peut avoir un aperçu des écoles qui sont représentées: École supérieure d'art de Dunkerque, Tourcoing, Villars-Arçon, École nationale supérieure de création industrielle. Alors, on va rapidement brosser une présentation de chaque projet, avec un problème d'affichage pour ce premier, c'est dommage. Mince. Bon, on va rester à la première page. Vous auriez dû voir un croquis d'un âne avec des plantes autour. C'est un croquis de recherche du projet donc, de Chloé Boulet. Son projet s'appelle « Ce chemin que nous tracerons » et qui entend cartographier un nouvel itinéraire de randonnée phytocentrée, donc centré sur les plantes. Et son projet prend la forme d'une action performative qu'elle a décidé de réaliser en collaboration avec un étrange collaborateur, en tout cas un âne, puisqu'elle lui inspire un rythme lent et un lien plus intuitif avec les végétaux. Et voilà donc le duo animal, l'âne et humain, qui s'équipe d'un laboratoire mobile de biophotographie et qui part arpenter le territoire au rythme des choix de l'âne. Donc c'est un projet collaboratif avec l'âne. Et ce projet propose de donner ainsi une nouvelle visibilité aux plantes et invite à porter une attention élargie en changeant de rythme et en développant une nouvelle relation, un lien sensible avec les plantes, tout ça gouverné par les mouvements de l'âne. Voilà, donc c'était ce chemin que nous tracerons. On enchaîne sur un second projet étudiant de Nikita Leroy, étudiante à la Villars-Arçon, qui se nomme Écoute holistique. Et comme son nom l'indique, c'est un projet d'écoute, un projet sonore. Et il s'agit d'une fiction onirique créée à partir d'enregistrements et de captations par senseur sur l'écosystème d'une réserve naturelle, pour mettre en exergue justement la biodiversité, la richesse et la complexité d'un biotope. Et le projet prend la forme d'un poste d'écoute qui serait camouflé, disposé in situ et proposé au public sous forme de sculpture, permettant aux visiteurs d'entendre en direct, à l'aide d'un casque, le concert des plantes pour un moment de curiosité et d'introspection méditative. Enfin, le projet de Louisa Selleret, qui est donc étudiante à l'ENSI Les Ateliers, École nationale supérieure de création industrielle, qui s'appelle Adventis. Pour préciser le terme Adventis, c'est donc, il désigne les plantes qui s'ajoutent à un peuplement végétal qui en était exempt. Ce sont donc des plantes introduites non indigènes qui finissent par s'adapter et par proliférer.
Donc le projet traite directement de la question des plantes dites invasives et propose de collecter ces plantes dites invasives. Il est important de mettre aussi des guillemets sur cette notion d'invasion, ces adventices, et de transformer leur matière gorgée de cellulose en pâte à papier. Chaque espèce a sa propre teinte et donc le projet vise à constituer une grande fresque qui dévoile la diversité des couleurs relatives à ces espèces transformées en pâte à papier, donc de couleurs et de textures, le tout accompagné d'un travail de documentation et de pédagogie autour de la problématique des plantes invasives. Merci Joanne. Et donc maintenant, on va poursuivre effectivement sur la découverte des 10 nommés. Bon, pour les mettre, voilà. Donc voilà, Rita Alaoui, le collectif Alawat, Laura Cinti, Fabiana Exouza, Chivella Multiple, Sandra Lorenzi, Barbara Midlac, Jean-Sébastien Poncet, Azra Slovic et Demirel, Pasalik, pardon, et désolée pour cette mauvaise articulation, et Paola Valero Comine. Donc Joanne et Christopher vont là aussi vous présenter chacun de ces 10 projets. On va commencer par Sandra Lorenzi, qui est née en 1983, qui vit et travaille à Montreuil, qui est donc une artiste française, et qui est diplômée de l'École nationale supérieure d'art de la Ville à Arçon. Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions et galeries en France et à l'étranger, pour ne citer que le Palais de Tokyo, Beaux-Arts, l'Asna Center for Contemporary Art et d'autres. Son projet, qui s'appelle donc Vert Fougères, propose d'amener à la rencontre et à la redécouverte des fougères, mais sous un tout nouveau jour. Les fougères, qui, il faut le préciser, ont des propriétés remarquables, puisqu'elles sont extrêmement résistantes et résilientes, ce qui en fait une espèce primitive vieille d'à peu près 400 millions d'années. Et donc son projet souhaite mettre en valeur non pas une approche scientifique purement laborantine de la fougère, mais les capacités sensibles et émotives de la fougère, en donnant à entendre leur langage, leur musicalité. Et pour cela, elle convoque une technique qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelle la technique du verre de fougère ou du cristal de fougère, qui est donc une technique de fabrication de verre à partir de fougères. Il faudrait lui demander plus de détails pour en savoir plus sur cette technique. Et elle la réhabilite pour créer un instrument de musique du type du cristal bâché, pour ceux qui connaissent, et un instrument qui serait à même de jouer les mélopées, les mélodies des fougères. Donc l'instrument jouera une bande sonore à partir de fréquences vibratoires des fougères pour créer une immersion dans la dimension émotionnelle des plantes. Il s'agit donc d'un instrument de musique qui est fabriqué par et pour l'expression végétale. Donc on a là un exemple de projet qui est phytocentré et qui n'est pas anthropocentré. Il y a un bug d'image. On enchaîne sur le projet de Chivella Multiple, qui est la cadette de la sélection des 10 nommés, puisqu'elle est née en 1993. Elle travaille entre Paris, Nouméa et la sphère numérique, comme elle le dit. Je dis elle, mais on devrait dire Yel. Et donc, Yel étudie à la Haute École des Arts du Rhin, puis à l'école d'art La Esmeralda à Mexico. Elle se concentre, sa recherche se concentre sur la mise en forme et en volume d'un conte initiatique qui est entièrement dédié et centré autour d'un objet dont on va parler, qui est la calebasse, qui est plus qu'un objet d'ailleurs. Donc justement, toujours dans cette perspective-là, suite au projet de Sandra Lorenzi, toujours à l'écoute de la parole des plantes et des récits qu'elle porte avec elle, le projet Ciel qui parle nous emmène à la rencontre non pas de la fougère, mais d'un fruit ligneux, aux usages, aux formes et aux histoires plurielles, qui est la calebasse. On apprend en lisant son projet qu'il en existe donc 2 espèces, une qui pousse à même le tronc du calebassier et une qui vient d'une liane rampante. Et elle est, cette calebasse, omniprésente dans de nombreuses traditions du monde, que ce soit en Chine, au Mexique, même en Méditerranée, dans les communautés amérindiennes. Et elle est transformée, elle est omniprésente parce qu'elle est transformée en objet utilitaire, en récipient, en siège,
même en bouée de sauvetage en Méditerranée, en éléments décoratifs, musicaux ou religieux. Sa pulpe est utilisée comme remède ou comme poison. Et Chivay, qui est donc initiée à tous ces savoir-faire autour de la calebasse, se place en gardienne et en passeuse de ses sagesses et de ses savoirs en perdition, avec tout l'élan de ce conte initiatique dont on parlait juste avant. Donc ce projet Ciel qui parle prend la forme d'une, comme on le voit ici sur ces photos, d'une sculpture-installation sonore faite de calebasses assemblées entre elles et ornées, qui diffuse les mémoires des gestes, des voix et des êtres qui utilisent la calebasse. Et avant de te passer la parole, Christopher, je présente ce projet de Paola Valero Comine, qui est une artiste née en 1976, espagnole, et qui est notamment diplômée du Collège des Beaux-Arts de Valence et de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec un doctorat de recherche entre performance et activisme. On va le comprendre pourquoi. Et il est intéressant de préciser qu'en ce moment, elle est lauréate et elle est présente à la Cité internationale des arts à Montmartre pour justement son projet Herbier résistant Rosa Luxembourg qu'on va présenter tout de suite. Alors, à travers ce projet, elle souhaite, elle aussi, dans la continuité du précédent, réactualiser ces héritages qui sont menacés, qui sont à la fois des héritages des plantes eux-mêmes et des héritages des humains, des cultures, et en particulier ici des femmes qui ont lutté pour la protection du vivant dans toutes ces manifestations. Donc sa recherche, on le devine un petit peu sur cette photo, vise à établir les liens entre la capacité de résilience des plantes urbaines et la contribution des femmes à la protection du vivant. Donc un grand écart qui n'est finalement pas si grand, puisqu'elle elle entend associer pour cela un portrait de femme parmi la généalogie des femmes engagées face aux oppressions. Associer ce portrait de femme à une plante dont les propriétés sont les propriétés curatives et de résistance sont remarquables. Donc elle réactualise ainsi l'héritage de ce patrimoine, ou plutôt de ce matrimoine, qui est à la fois naturel et culturel. Voilà, je te passe la parole, Christopher, pour Fabiana Exouza. Alors, donc oui, c'est la quatrième, ça ? Ouais. La quatrième nommée, donc Fabiana Exouza, que vous connaissez peut-être, puisque elle a fait quelques performances, notamment au Palais de Tokyo, qui est brésilienne, qui peut être aussi l'une des artistes qui représente ces questions qui aujourd'hui traversent quand même beaucoup le champ de l'art lié à l'écoféminisme. Donc elle est d'origine brésilienne et elle vit et travaille actuellement en France. Et son projet, donc Truchas de Mandiga, est la volonté d'interroger la façon dont certaines graines ont été transplantées suite à la conquista, donc les graines de café, de tabac, de maïs, et qu'à travers cette transplantation, c'est aussi une histoire des violences. Cette histoire des violences, lorsqu'on pense notamment aux plantations, l'esclavage, bien évidemment. Le tabac, c'est aussi le tabagisme, bref. Mais à partir de cette violence, elle veut faire acte de réparation et donc interroger aussi ce qui a peut-être été oublié et qui a pourtant bel et bien existé ici. C'est tous ces savoirs liés aux plantes. Et en particulier, donc, Truchas de Mandiga s'appuierait sur un travail au domaine de Belleval, autour des herbacées sauvages et leur pouvoir de rémédiation et de réparation. Et à partir de ces graines, de ces collectes de graines, tout en n'oubliant pas donc, cette histoire des violences, des transplantations d'autres graines, en faire des baluchons, qui sont manifestement aussi des objets rituels au Brésil. Et c'est les fameux Truchas de Mandiga, avec ces graines, et qui sont aussi des baluchons de guérison et de remédiation. Et vu que les graines contiennent donc en potentiel le pouvoir de grandir, graines germinales,
pouvoir les planter, les semer. Voilà son projet. Donc c'est un projet qui croise bien évidemment donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette relation maudite à l'histoire des plantes via la colonisation, mais d'abord et avant tout avec une volonté de guérison, de réparation, qu'on dit en anglais the care, mais en faisant référence également à une longue histoire des traditions, des rituels et aussi des organisations et des alliances symbiotiques avec, par exemple, la forêt en Amazonie. Je vous recommande la lecture que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps de cet anthropologue qui s'appelle Stephen Rustin, qui parle de l'Amazonie comme d'un jardin domestiqué, d'une forêt domestiquée ou d'un jardin sauvage. Donc l'idée de la forêt domestiquée, c'est qu'il y a eu pendant des millénaires et des millénaires des manières d'organiser la forêt pour qu'elle puisse être ce réservoir absolument fascinant de biodiversité. Et il y a quelque chose aussi dans la démarche de Fabiana Souza qui correspond à cela. Après, je dois parler de Alouat, qui est donc l'un des projets collectifs qui a été nommé cette année pour Wild Edges. Alouat donc, est un collectif constitué. Alors, j'ai pas aussi bien préparé la présentation des nommés que Johan. Donc, ils sont 3 artistes, Arij Achab, Ailo Ribas, Gabriela Temsux. Tout part en fait, leur projet s'appelle Wild Edges et tout part en fait d'une résidence qui a été faite en Palestine autour des savoirs communautaires liés à un cactus en particulier. Et là, toute l'idée est d'étendre ce projet et d'interroger la façon dont ce cactus est aujourd'hui menacé par ce qu'on appelle les espèces invasives, la cochenille. Et en réalité, donc, l'idée de tout ce projet communautaire est de ne pas traiter la question de l'espèce invasive du point de vue de son éradication, mais d'essayer de comprendre quels peuvent être les dispositifs en s'appuyant aussi sur des savoirs locaux, communautaires, pour créer des possibilités que tout cela puisse continuer à coexister, tout en maintenant l'existence de ce cactus en particulier, qui produit énormément de choses, des fibres végétales, des fibres alimentaires. Là, on est quand même aussi sur l'idée de retrouver ces utilisations complètes d'une plante par des communautés dans le respect de cette plante et sans pour autant considérer que ce qui pourrait menacer cette plante, ce soit l'insecte et la cochenille, mais bien plus finalement les monocultures, etc., ou les transplantations. Voilà. Après, on a... non, je t'en prie. Ensuite, c'est qui? Ah, Rita Alaoui. Alors, Rita Alaoui, qui est donc marocaine, qui elle a un projet donc, qui s'appelle Lawsonia Kataplatz Garden. Alors, elle part... là, on reste quand même aussi sur ces questions des savoirs communautaires également, de la façon dont ces plantes, et les laboratoires pharmaceutiques ne sauraient dire le contraire aujourd'hui, tant ils ont breveté ces fameuses plantes, etc., médicinales, en s'appuyant en fait sur des enquêtes relatives à ces connaissances ancestrales sur l'utilisation des plantes, qui là donc veut vraiment revaloriser les remèdes par les plantes. Et en particulier en s'appuyant en fait sur toute son histoire aussi familiale transmise par les femmes, entre herboristerie, protection des plantes, connaissance des plantes. On est sur un projet qui croise à la fois performance, botanique, éloge du jardin, éloge du care, à nouveau, de la guérison. Et qui devrait prendre donc l'aspect d'une exposition transversale et multidisciplinaire. Il y a une chose qui est importante aussi à savoir sur le prix Coal, sur lequel que Laurent a expliqué, mais je pense que si toujours chacun des nommés présente un projet qui est aussi à venir. Donc il y a toujours ces questions qui nous attendent plus tard, quoi.
Ensuite, Barbara Midlak, The Book of Extension. Alors, Barbara est polonaise. Alors, le Book of Extension, là, on va rentrer dans quelque chose qui est finalement peut-être ce dont parle le philosophe australien Glenn Albrecht, la solastalgie, c'est-à-dire cette idée cette mélancolie qui peut nous saisir face à ce qui a disparu, à ces paysages qui ont disparu, à ces espèces vivantes qui ont disparu, qu'on ne reverra plus. Et donc son livre de l'extinction, c'est la recension d'un certain nombre de plantes qui ont disparu et dont elle fait des papiers végétaux. Et c'est un travail qu'elle mène depuis un certain nombre d'années, puisque l'origine est liée à une résidence à Taïwan. Et donc c'est vraiment montrer la disparition de ces plantes, sans doute déjà disparues, mais pour d'autres qui sont appelées à disparaître. Et quoi qu'on fasse, peut-être qu'elles disparaîtront. De montrer donc cette grande diversité en faisant un livre et en travaillant donc sur la production de papiers végétaux. Et là, on est vraiment sur le récit même de cette chose assez saisissante qui est cette disparition accélérée de pans entiers du vivant et contre lesquels, manifestement, on ne peut rien faire. Ensuite, on a Laura Cinti. Alors ça, c'est un All in the Sky. Alors ça, c'était un des projets que j'avais défendu, d'ailleurs. Ouais, on l'a tous bien aimé. En fait, non, ça veut dire que c'est moi qui ai eu l'hérité au début et qui l'ai... Voilà. Donc Laura Cinti a un projet très très singulier. Alors oui, à dire un mot d'abord sur le CV de Laura Cinti. Donc elle vit au Royaume-Uni, donc elle est britannique. Elle est une des artistes aussi bien identifiées, bien reconnues dans le milieu de l'art, dans ses 10 nommés. Hein. C'est le seul projet qui propose d'avoir une utilisation positive aussi des technologies, notamment des data, en partant d'une histoire qui est relativement triste, qui est l'histoire d'un arbre d'une plante, d'un végétal un peu seul au monde, et qui donc ne pourra plus jamais se reproduire d'ailleurs, puisqu'il fait partie, je crois, de la famille des palmiers, et que les palmiers, pour se reproduire, ont besoin d'être deux. Une année, l'un est mâle et l'autre femelle, et ça s'intervertit les années suivantes. Et c'est un arbre qui n'existe qu'en un seul exemplaire dans un jardin botanique en Angleterre. Quoi, non. Il n'y a plus que des mâles. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Il n'y a plus qu'un mâle, voilà, ça. Oui, il n'y a plus de femelle, en fait. Cela dit, c'est important à savoir, c'est que lorsqu'ils sont deux, ils peuvent intervertir d'une année à l'autre le sexe. Mais il faut être nécessairement deux. Alors aujourd'hui, effectivement, ce qu'il reste, c'est le mâle, mais il pourrait devenir femelle, en fait. C'est un des mystères de la botanique et des palmiers qui est fascinant. Et il y en a un autre qui existe comme ça, c'est sur l'île Maurice. Je dis un mot, et c'est pour ça que moi aussi ce projet m'avait touché. Il y a le palmier le plus solitaire au monde, il est sur l'île Maurice, dans un des jardins de l'île, entouré d'une cage, parce qu'il est le dernier de son espèce, et il a été à peu près décimé en 60 ans, parce que son cœur était excellent à manger. Et c'est un peu l'histoire c'est l'équivalent du dodo, et voilà, c'est le palmier, il est tout seul, et seul il ne peut rien faire. Et là, elle a décidé de mener une grande enquête, une grande investigation dans la forêt où, éventuellement, il pourrait exister la femelle du mâle qui est dans le jardin botanique, en utilisant donc les datas, l'image satellite, et essayer de retrouver pour qu'ils ne disparaissent pas à jamais. Ça, c'est le projet de Laura Cinti, qui s'appelle All in the Sky, et juste aussi pour conclure, il y a une utilisation aussi des datas dans ces projets. Ce n'est pas le premier projet qu'on voit, même sur les sélections précédentes, des images satellites, etc., qui peuvent être utilisées de manière extrêmement positive sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Je crois que... Il me semble que c'est AI, donc Artificial Intelligence in the Sky, comme tu disais, donc qui fait écho à l'utilisation des technologies. Et
2 derniers artistes à présenter, donc je me tente à prononcer leur nom, Azra Svedrodzic et Demirel Pasalic, je le prononce sans doute mal, qui sont un duo d'artistes croates qui créent ensemble des objets communs depuis 2015. Facing the Sun est une étape et la prochaine étape d'un grand projet qu'ils mènent déjà depuis 2019 qui s'appelle Listen to the Forest et qui est une œuvre d'art engagée à travers l'expérimentation, on va le voir, et l'acte de planter. L'idée de justice sociale est très présente dans leur pratique, et comment relier justice sociale et pratique artistique est au cœur de leur questionnement. Pour ce projet-là, qui s'appelle Facing the Sun, on parle donc de tournesol. On est là face à un projet qui est précisément un acte de résilience en tant que tel, qui vise à régénérer les cycles naturels là où ils ont été perturbés, et notamment sur des territoires pollués et déforestés, en plantant des tournesols. Donc Facing the Sun s'appuie sur la pratique de l'écovention, qui est cette intervention sous forme d'art écologique dans un environnement dégradé, pour planter des champs de tournesol dans les territoires abîmés de Zagreb. Et tout ça accompagné d'actions communautaires et de performances de guérison. Et enfin, un artiste français, Jean-Sébastien Poncet, qui est designer industriel de formation et qui exerce depuis 2010 à Saint-Étienne, et dont les créations s'inscrivent vraiment dans l'économie des moyens, interrogent la dimension de marqueur de territoire, et on le voit avec ce projet qui s'appelle la Ferme des Renouées, où les habitants sont absolument co-participants et co-créateurs de cette œuvre, de ce projet, puisqu'ils sont associés dans le processus créatif en étant invités à coproduire, non pas l'œuvre, mais aussi les sols, des sols vivants sur un site post-industriel de Saint-Étienne. Donc ce geste-là s'inscrit dans une démarche de design agricole. Et la ferme des renouées se construit autour du potentiel justement dépolluant de la renouée, qui est encore une fois une plante dite invasive, la renouée du Japon. Et ce projet prend la forme de ce qu'on pourrait appeler aussi une sculpture sociale autour de 3 gestes techniques ritualisés: faner, fouler, composter. Voilà, on voit ici un exemple de la participation des habitants pour cette ferme des renouées. On clôt là le tour d'horizon des 10 artistes nommés pour le prix Coal 2023. Merci. Voilà. Les premiers à le savoir. Hein. Voilà. Oui. Inédit. Inédit. Ce sera. C'est vrai. Ouais. Et les artistes sont au courant. Ouais, seuls les artistes sont au courant. Et ceux qui n'ont pas été nommés savent aussi qu'ils n'ont pas été nommés. Voilà. Voilà, donc merci de ces présentations et de votre écoute. Le prochain rendez-vous en fait, de ce prix, donc les prix seront décernés par voie de presse à la fin du mois de juin. Mais on se retrouvera surtout, et je vous donne rendez-vous donc le 20 septembre prochain, pour la première édition d'un nouveau rendez-vous qu'on met en œuvre, qui s'appelle Sans réserve, qui aura lieu donc au Musée de la Chasse et de la Nature. Et une journée entière sera dédiée à ces artistes dont on vient de parler, et plus largement à des penseurs et peut-être d'autres artistes ou d'autres spécialistes scientifiques, experts, qui viendront se réunir une journée entière pour parler de tous ces sujets dont on a brièvement évoqué aujourd'hui à travers des tables rondes, mais aussi beaucoup de performances, d'expériences, de workshops. Et puis évidemment une cérémonie de prix qui sera remise en fin de journée, mais ça sera vraiment une journée à la fois de partage de connaissances, d'expériences et de joie également. Et donc ça sera le 20 septembre au Musée de la Chasse et de la Nature. Et donc vous pourrez, la plupart des artistes dont on vient de parler seront présents. Et voilà. Et je vous invite d'ici là à nous retrouver éventuellement si vous êtes de Fontainebleau ou vous avez envie d'y revenir. Le week-end prochain aura lieu dans 170 forêts partout en France et précisément ici à Fontainebleau, le Festival des Nuits des Forêts, pour lequel Coal assure une
de la direction artistique et dont je suis l'une des cofondatrices. Et ce festival donc, propose d'aller en forêt, à la rencontre des personnes, des hommes, des femmes qui travaillent en forêt, qui les préservent, qui les transforment, qui les font vivre, et à travers une programmation qui est à la fois scientifique, artistique et culturelle, aborder collectivement ces enjeux des forêts. Et donc ici, ça se tiendra notamment en forêt de Fontainebleau, donc au Mont-Hussy. Et les 9, 10, 11, il y aura une importante programmation de spectacles, de balades, de rencontres avec des artistes, des ateliers pédagogiques, enfin voilà, une très belle programmation. Tout ça dans une grande sobriété. C'est des petites interventions, des petites jauges. Vraiment, l'idée étant de nouer des relations intimes et bienveillantes et entre nous et avec les autres espèces de la forêt. Ce n'est pas du tout un festival tonitruant. Au contraire, c'est vraiment des expériences douces et d'immersion en forêt. Donc, rendez-vous dès vendredi prochain pour une lecture de texte de Jacques Bonafé, notamment, l'artiste Laurent Tixador, les danseurs de l'Opéra de Paris et bien d'autres interventions. Donc, voilà, on espère vous y retrouver. Merci, bonne journée. Et vous pourrez découvrir la programmation détaillée ici sur le flyer juste devant nous.